Peu de temps avant son assassinat, en 1963, à Dallas, le président Kennedy dénonçait déjà une conspiration dans les très hautes sphères, ce qui a probablement signé son arrêt de mort. Son frère Robert Kennedy, largement en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle, aura eu le même sort, assassiné 5 ans plus tard. En effet, il nous parlait déjà de l'existence de loges qui auraient dû rester secrètes. Recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement social et intellectuel, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Observons donc le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerres, massacres et persécutions religieuses, misère, perversion sexuelle à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties? C'est, il faut l'avouer, à l'inverse que l'on assiste. Venons-en maintenant aux questions essentielles qu'il faut se poser quant à la maçonnerie. Qu'est-ce que la maçonnerie? D'où vient-elle et sous quelles influences est-elle apparue? Quelle est sa vraie nature? En quoi son action peut-elle expliquer les mouvements de l'histoire et l'évolution de la société? Quelle est son importance véritable? Car 2 erreurs sont à éviter, la voir partout et la voir nulle part. Qu'est-ce que c'est la maçonnerie? N'étant pas initié, je me baserai sur des textes d'auteurs maçons pour le démontrer. Le premier est un texte de Jean-Marie Ragon dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire le niveau le plus bas, ce que l'on appelle la maçonnerie bleue, qui stipulait, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Ainsi, celui qui rentre en maçonnerie ignore tout de ce à quoi il s'engage. » Et le cynisme du haut initié Albert Pike qui confirme cette duplicité dans son ouvrage Morals and Dogmos. Je cite, « Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent leurs vraies explications et réservées aux princes de la maçonnerie, c'est-à-dire aux hauts grades. Les profanes sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, ira jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes. » Où sont donc là-dedans la liberté, la tolérance, invoquée par la maçonnerie dès ses débuts dans les constitutions d'Anderson? En fait, la tolérance, dans le jargon maçonnique, n'est invoquée que pour faire baisser la garde à ceux qui démasquent les buts de la maçonnerie. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment.
Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Régulièrement réunis. Régulièrement réunis. Et dûment consacrés. Et dûment consacrés. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. À qui n'a pas qualité pour les connaître. À qui n'a pas qualité pour les connaître. Ni de les tracer. Ni de les tracer. Écrire. Écrire. Buriner. Buriner. Graver. Graver. Ou sculpter. Ou sculpter. Ou les reproduire autrement. Ou les reproduire autrement. Je jure d'observer. Je jure d'observer. Le principe de l'ordre maçonnique. Le principe de l'ordre maçonnique. De travailler la prospérité de ma respectable loge. De travailler la prospérité de ma respectable loge. D'en suivre régulièrement les travaux. D'en suivre régulièrement les travaux. D'aimer mes frères et sœurs. D'aimer mes frères et mes sœurs. Et de les aider. Et de les aider. Par mes conseils et mes actions. Par mes conseils et mes actions. Je jure solennellement tout cela sans évasion. Je jure tout cela sans évasion. Sans équivoque. Sans équivoque. Ou réserve mentale. Ou réserve mentale. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et d'être jugé. Et d'être jugé. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Et indigne d'appartenir à la franc-maçonnerie. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. C'est un symbole effectivement important que je reprends pour que les gens comprennent bien, parce que c'est très vicieux. C'est le même code, mais qui n'a pas la même signification selon les degrés. Donc pour on va simplifier. Donc pour un apprenti à l'époque, ça signifiait liberté de passer. Ce qui veut dire, bon, en gros, si vous avez été initié, vous savez quel mot il faut dire à l'oreille du frère qui est devant la loge. Voilà, si vous dites le bon mot, liberté de passer, vous passez. Voilà. Ensuite, ça devient liberté de penser. Et puis dans les plus hauts grades, ça devient liberté de devoir pouvoir. Et puis alors là, dans les hauts grades, cabalistiquement le D et le P s'inversent, ça devient L, P, D, Lilia Pedibus Destrué. Voilà, foule aux pieds l'hélice, c'est-à-dire détruit la monarchie et le catholicisme. La maçonnerie, et ça m'a été là aussi confirmé, n'a pas fait la Révolution française, mais elle l'a préparée. Parce qu'on aime les récits glorieux, où le peuple se soulève spontanément, renverse le tyran, établit un nouveau régime dans lequel plus personne ne sera jamais opprimé. Une révolution, c'est un jeu de pouvoir, mais quand il se fait sans l'appui d'une classe déjà émancipée, économiquement aisée, elle a tendance à être étouffée. Il y a une logistique derrière l'insurrection, et si l'armée marche sur son ventre, c'est également vrai pour un peuple qui se soulève. Une révolution a besoin de soutien, de ressources, de culture politique et stratégique qui sont inaccessibles aux classes opprimées, surtout si elles veulent tenir sur la longueur. Voilà pourquoi les révolutions populaires se font toujours soit écraser, soit récupérées par les puissants. Une révolte, c'est le peuple qui exprime sa colère. Une révolution, c'est une stratégie politique que l'on applique pour profiter de cette colère afin de changer la société en sa faveur. Mais en la faveur de qui ? On parlait du code tout à l'heure, foule aux pieds l'hélice. Là, le rituel consiste, alors vous êtes initié à ce degré-là, on vous met un poignard dans les mains, vous avez face à vous des têtes de mort, une avec une tiare, l'autre avec
enfin bon, voilà, le roi et le pape, est-ce que je veux sceptre, et voilà. Et vous devez poignarder symboliquement ça en criant en hébreu Nekam Adonai. L'idée fixe de la maçonnerie, à partir du XVIIIe siècle, a été de vouloir instaurer une république universelle en supprimant toutes les nations, les peuples et les religions, sauf une. Je vous laisse deviner laquelle. On dit émancipation. Ça reste un terme abstrait. Il faut bien mesurer ce que ça signifiait. L'Europe en 1789. Ainsi, Ramsay, Weishaupt en ont été les principaux artisans au cours du XVIIIe siècle. Convertis au catholicisme, passés par la maçonnerie, puis par les jésuites, ce qui fait dire à certains analphabètes que ce sont les jésuites qui sont à la base du complot mondialiste. Ce qui permet de déculpabiliser, je vous laisse deviner qui. L'émancipation, la pleine reconnaissance des droits citoyens aux Juifs, ça veut dire que d'un seul coup, non seulement les Juifs vont pouvoir acheter des immeubles, pratiquer tout commerce, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ça veut dire qu'ils pourront être juges, ils pourront être officiers. Ah oui. Et oui. Voilà ce que disait Adam Weishaupt. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étend sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. On peut faire encore beaucoup mieux, c'est-à-dire citer un extrait du journal des publications israélites, publication de la Société juive de Philadelphie, 3 août 1855. Je cite, donc c'était le Stephen Weiss, le fondateur de l'Union de congrégations juives américaines, bénébérite, qui dit « La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin. » Donc bon, là c'est pas un méchant antisémite notoire qui le dit, quoi. Voilà, donc c'est clair. Voilà, bon, à la limite, pourquoi pas. Moi, ça l'hébreu, moi j'ai rien contre, c'est intéressant, etc. Le problème, c'est de voir où on va. Voilà, c'est ça, c'est de voir ce qu'on en fait. D'ailleurs, dans les planches auxquelles j'ai assisté, j'ai souvent entendu des choses assez dures sur le christianisme et très dures sur l'islam parfois. Jamais entendu la moindre critique sur le judaïsme ou sur le sionisme. Donc voilà. Normalement, on n'est pas censé parler en loge de politique et de religion. Par contre, on voit bien que c'est quand même un lobby politique et religieux, évidemment, d'une certaine façon. Ça me fait pas vous poser une autre question. C'est en loge, ils sont bien dans le temple de Salomon? Toutes les loges, c'est la reconstruction du temple de Salomon, donc il y a quelque chose qui est lié à la Bible, qui est donc très religieux à l'Ancien Testament. Oui, bien sûr, mais ça, au départ, voilà, vous avez les colonnes Yakin et Boz, ok, mais c'est surtout à partir du degré de maître qu'on commence à voir déjà où tout ça va aller, parce que ça ne fait que commencer. Et quand on est apprenti ou compagnon, on voit pas encore où ça va. Il faut avoir été maître déjà pour avoir les codes suivants, et on voit bien qu'effectivement, c'est non seulement la reconstruction du temple, mais c'est même ça va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est une des raisons du fait que vous ayez quitté la franc-maçonnerie ou... Oui, c'est absolument. C'est quand j'ai vu que c'était pas aussi libre qu'on le disait, et qu'on allait vers quand même quelque chose d'assez imposé et qui me plaisait pas, et surtout quand j'ai assisté à quelques tenues blanches, enfin conférences, on va dire, de certaines personnes, j'ai dit j'ai rien à faire là. Il y a essentiellement 4 points clés qui correspondent et qui caractérisent le noachisme. Le premier, c'est le rejet de l'incarnation, c'est-à-dire un rejet complet de l'idée que le Christ est le Fils de Dieu incarné. Bon.
Et en cela, le nouachisme n'est pas en contradiction avec l'islam, puisque je rappelle que dans l'islam, Jésus est reconnu comme un prophète, mais en aucun cas comme le fils d'Allah incarné. C'est un homme honorable, respectable, mais ce n'est pas du tout le fils de Dieu incarné. Donc, dans le cas du nouachisme, le Jésus de l'islam n'est pas en contradiction. Le deuxième point, c'est le rejet du sacerdoce catholique, car le prêtre est le transparent du Christ. Vous avez l'homme et la fonction, l'homme plus ou moins la hauteur, mais le prêtre, la fonction, elle est parfaite. Et le prêtre, de par la messe, le sacrifice de la messe, rappelle le sacrifice du Christ sur la croix. Ça, il faut que ça soit aboli. Et le Vatican II explique, peut permettre de comprendre bien les choses. Le troisième point, dans le nouachisme, c'est le rejet de la Sainte Vierge. L'Immaculée Conception, mère de Dieu. Ça, c'est une horreur, il faut que ça soit rejeté. Dans l'islam, Marie est une femme respectée, honorable, mais elle n'est pas la mère d'Allah. Donc, vous voyez des choses déjà, en fait, quand je disais que le nouveau judaïsme s'est construit entre 100 et 500, uniquement en opposition au catholicisme, il s'est construit au modèle de l'incarnation et tout ce qui va autour, et il n'y a que ça qui le dérange. Et le quatrième point du nouachisme, c'est le rejet, faire en sorte que les pays qui ont adopté le catholicisme comme support dans leur organisation politique, et bien que ce support politique catholique disparaisse. Et 1789 explique bien des choses. Pourquoi je vous parle du nouachisme? Parce que au mois de mars 1991, le Congrès des États-Unis a adopté le nouachisme comme socle, c'est le mot exact, comme socle de l'organisation politique américaine. Vous tapez US Congress, mars 1991, et vous trouverez le texte officiel. Et cette maçonnerie qui apparaît officiellement en 1717, c'est dans le cadre de le rite écossais ancien et accepté. En 1723, James Anderson publie au pluriel les Constitutions d'Anderson. Quelques années plus tard, 1738, il modifie le premier chapitre des Constitutions d'Anderson et il introduit un élément, et on commence à établir des connexions, qui dit ceci, 1738, un maçon doit observer la loi morale comme un vrai noachite. Vous avez l'introduction du noachisme élaboré des siècles et des siècles et des siècles avant par la synagogue rebelle dans le cadre d'un modèle politique, économique, financier, culturel, spirituel qui se diffuse dans le cadre du rite écossais ancien et accepté, et ce nouachisme proclamé, écrit en toutes lettres dans le chapitre 1 en 1738, vous savez que dans la maçonnerie vous avez différents grades, le 21e degré du rite écossais ancien et accepté, c'est le rite noachite ou chevalier prussien. Et donc, ces principes judaïsants, talmudo-kabbalistiques et noachites vont imprégner les élites françaises, allemandes, mais françaises, et ça va expliquer la Révolution française. Le duc d'Orléans était le patron de la maçonnerie française. Bon. Et c'est sur les ruines de la monarchie, en 1803, qu'allait naître un monstre. Un monstre, ensemencé en 1717, année de la création de la franc-maçonnerie spéculative. Un monstre que l'on appellera le plus grand détroussage de tous les temps. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du Premier Consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France,
alors que ce sera simplement leurs intérêts privés. En 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte. Non, ça ne suffit pas, dira Pergaud, la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Interdit par les papes médiévaux et les rois de se livrer à l'activité lucrative du prêt d'argent. Ce qui n'était pas permis aux chrétiens était donc devenu l'apanage des Juifs, lesquels avaient accumulé des richesses considérables grâce à l'usure. La franc-maçonnerie, institution entièrement philanthropique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts, et de l'exercice de la bienfaisance. Elle a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. Elle n'exclut personne pour ses croyances. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Malgré les belles apparences qu'essaie de se donner la franc-maçonnerie, le 19e siècle n'est clairement pas le plus prestigieux. La spiritualité se fait oublier, on recrute de plus en plus de frères et à l'intérieur des loges, il est question du salaire des instituteurs, de caisses de retraite, de divorce, de l'interdiction de l'absinthe, bref, on est très loin des bâtisseurs de cathédrales. Ce siècle est plutôt celui de la domination politique. En 1870, dans le gouvernement de défense nationale, 8 des 12 membres sont francs-maçons. À ça, on peut ajouter que Jules Ferry sera initié en 1875 et Jules Favre en 1877, ce qui amène notre total à 10 francs-maçons. Au cours de la guerre de 1870, les fantassins arabes, dont la conduite fut héroïque, particulièrement à Wissembourg et à Vorst, étaient devenus populaires sous le nom de Turcos. Le nouveau régime se contenta de les démobiliser, mais Adolphe Crémieux, membre du gouvernement provisoire et fondateur de l'Alliance israélite universelle, décida de naturaliser en bloc par décret tous les juifs d'Algérie qui n'avaient pourtant pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête et si méprisée qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur. Donc déjà, vous apprenez que Adolphe Crémieux s'appelait au départ Isaac Jacob Crémieux, mais qu'il a changé son prénom en Adolphe pour faire moins juif, ce qui est assez
génial. C'est-à-dire que dans les années 1850, quand on voulait passer pour un bon Français, qu'on s'appelait Isaac Jacob, on se faisait appeler Adolphe. Donc il est né le 30 avril 1796 à Nîmes, et il est mort en 1880, je sais pas où, à Paris. Entre les deux, il a eu le temps de faire le décret Crémieux. Hein. Voilà, il n'est pas venu pour rien. Alors il était avocat, homme politique français, il a été ministre, et président du consistoire central de l'Alliance israélite universelle. C'est un universalisme, l'universalisme israélite, qui n'est pas tout à fait l'universalisme français, hein, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Il est l'auteur du décret Crémieux d'octobre 1870. Il eut un parcours illustre dans la franc-maçonnerie, voilà, et il fut l'ami de l'abbé Grégoire, dont il fit l'éloge funèbre. Bon, voilà, intéressez-vous au rôle de l'abbé Grégoire aussi. Voilà. Donc voilà, Isaac Jacob Crémieux, prénommé Adolphe, effectivement, le père du décret Crémieux, il n'était pas juste un député français et un méchant sous-chien français, il était un juif, président de l'Alliance israélite universelle et franc-maçon de Première-Bourg. Voilà. En 1775, la guerre d'indépendance éclate aux États-Unis. Et c'est une loge maçonnique qui en est à l'origine. La loge de Saint-André de Boston, dirigée par Joseph Warren. La déclaration d'indépendance des États-Unis sera très influencée par les principes humanitaires des francs-maçons, comme nous le prouve en France Gilbert Dumotier de Lafayette. Et Lafayette, qui avait été initié là-bas, vous voyez, en même temps pour être sous les ordres du frère Washington, l'a, disons, introduit en France. Je rappelle que Lafayette est mort vers les années 1830 et que vers la fin de sa vie, on lui a offert, je crois que c'est en Virginie, une propriété avec de très nombreux esclaves. Donc voyez-vous que ce que la maçonnerie appelle, elle, être une libération du genre humain, ne l'est pas. Toutefois, il fallut créer un État où les Juifs pouvaient prospérer en toute impunité. Un État que l'on appellera États-Unis, dont l'indépendance fut déclarée la même année que la création des Illuminés de Bavière en 1776, dont on retrouve inscrit sur les billets de $1 la date en chiffres romains, l'emblème et le nombre d'étoiles qui correspond probablement aux 13 degrés de l'ordre du crâne et des os, plus connu sous le nom de Skull and Bones. Skull and Bones est une société secrète qui a vu le jour aux États-Unis en 1832, dont pas mal de choses vont découler jusqu'à aujourd'hui. Après la Banque d'Angleterre, la Banque de France, c'est alors que le Congrès dit américain allait en 1913 accoucher d'un troisième monstre, la Fédérale Réserve, pure création juive maçonnique. Le hasard fait bien les choses, ou alors que c'est les choses qui font bien le hasard. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. De multiples massacres au sein de l'Europe et plusieurs centaines de milliers de Français catholiques furent laissés sur le carreau durant la guerre 14-18 sous les ordres du franc-maçon Joseph Joffre. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Telle fut la cause réelle de la guerre de 14-18 qui allait saigner à blanc les puissances européennes. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. La Seconde Guerre mondiale ne fut qu'une étape de plus pour affaiblir les nations européennes au bénéfice de l'Amérique sioniste qui émergeait. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Dès l'arrivée du chancelier Hitler au pouvoir, le monde juif et maçon allait déclarer la guerre et le blocus économique à l'Allemagne, comme le démontrait le titre Run du Daily Express du 24 mars 1933. Le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Le monde juif s'unit
boycottent l'économie allemande. L'Allemagne était en passe de se faire déclarer la guerre par la couronne britannique et la Troisième République. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Des centaines de milliers de civils brûlés au phosphore par les bombardements à Dresde et Hambourg, revenant par 3 vagues successives pour être sûr de ne rater personne. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Hiroshima, Nagasaki, 2 villes entières furent bombardées à l'atome par décision de membres d'une organisation maçonnique héritière des Illuminés de Bavière, les Skull and Bones. Vous avez des maçons très importants à la tête de la révolution russe. N'oubliez pas que Kerensky, par exemple, était maçon. C'était le petit ami, si je puis dire, de la sœur de Lénine. Le père de Lénine avait été leur professeur, voyez. Et lui-même, disons, a été sauvé des conséquences violentes de la révolution russe en quittant le pays dans une automitrailleuse américaine, d'ailleurs. Bon, c'est pour dire qu'il y avait déjà, derrière le pouvoir qui allait être le pouvoir soviétique, voyez-vous, une œuvre de destruction de l'autorité. Et cette œuvre de destruction de l'autorité a d'abord été, disons, faite par les maçons. Ils ont passé la main, comme dans un match, voyez-vous, aux bolcheviks, et quand les bolcheviks ont fait effondrer entièrement la société russe, c'est la maçonnerie qui l'a repris, voyez-vous. C'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui dans la mafia russe, évidemment, des liens très étroits avec les États-Unis d'Amérique. Tous les symboles américains sont des symboles maçonniques. Bon, également un homme comme Chiang Kai-shek, par exemple, qui a été dans le camp américain et qui s'est opposé aux Japonais, et était lui-même membre de la franc-maçonnerie. Le créateur de la République chinoise, Sun Yat-sen, n'est-ce pas, avait été initié dans une loge de San Francisco. Le créateur de la République turque, Mustafa Kemal, avait été initié à Naples, dans une loge qui en latin portait le nom, la Macédoine, de la vérité retrouvée, ou de la vérité, disons, oui, c'est ça, restituée. Voyez-vous donc, à chaque fois, les mots d'ordre maçonniques, par exemple de laïcisme, etc., que l'on voit aujourd'hui fleurir, ne sont pas là pour poser une liberté, mais pour pouvoir freiner tout ce qui, reposant sur une conception, sur une expérience de la divinité, voyez-vous, pourrait justement projeter l'homme vers le surhumain. L'obsession messianique juive et le règne des autres peuples est patente encore plus dans ce texte de la publication juive américaine The American Hebrew de 10 septembre 1920. Je cite. La révolution bolchevique en Russie a été l'œuvre de cerveaux juifs, de l'insatisfaction juive, de la planification juive, dont le but est de créer un nouvel ordre dans le monde. Un nouvel ordre dans le monde. Ça a été dit en 1920. C'est ce qui a été accompli d'une manière si excellente en Russie, grâce au cerveau juif et à cause de l'insatisfaction juive et à la planification juive, deviendra également, grâce aux mêmes forces mentales et physiques juives, une réalité partout dans le monde. Et il y a de curieuses personnes qui osent dire qu'il n'y a pas de complot. Complotistes, antisémites. Laissons le franc-maçon Jules Boucher nous révéler ce que représente la morale pour la franc-maçonnerie. La vertu n'est pas la moralité du comportement privé, mais une qualité politique, le civisme. Ainsi, la morale maçonnique ne veut dire que stricte observance des principes maçonniques. En résumé, cela veut dire obéissez-nous et vous serez vertueux. Tel est donc le développement moral et culturel de ces adeptes invoqués par la maçonnerie. Sous couvert de liberté et de levée des tabous, le vice devient une arme politique pour dépraver et neutraliser le citoyen.
Citons maintenant un passage du texte du juif allemand Günther Anders alias Stern. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de façon violente. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a pas mieux. Observez donc le but de ceux qui nous gouvernent en voulant dépraver l'homme pour mieux les détrousser. Un autre texte d'un autre juif, Alf Goldstein, éditeur de Screw Magazine, dans lequel il dit « La seule raison pour laquelle des juifs sont dans la pornographie est qu'elle est une façon de polluer la culture chrétienne. » Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous n'avez toujours pas compris, on essaiera de vous faire un petit dessin. Et puis, la loi sur le divorce imposée à la surprise générale par le juif Alfred Naquet, fervent partisan de la séparation de l'Église et de l'État, prélude à la destruction du noyau familial. Nous en voyons aujourd'hui l'aboutissement avec les lois d'inversion de l'ordre naturel, par la promotion et même la propagande de l'homosexualité, de la théorie du genre, en marchant allègrement sur les lois biologiques, qui a pour seul et unique but d'ouvrir une des voies indirectes à la dépopulation. Les superloges travaillent à la propagation des idées sataniques pour pervertir les peuples, ce qui ne surprendra certainement personne quand on a compris le plan de déchristianisation des sociétés, de leur judaïsation, pour les athéiser, pour les abrutir, pour aboutir à leur dégénérescence, à leur perdition, la perdition des âmes. L'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes, et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là il y avait des nœuds papes partout. Une pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible, et je reconnais Kissinger, il y avait Brzezinski. En fait ce que j'ai compris c'est que c'était la trilatérale branche Europe, ils étaient 400. Et il disait il faut détruire les nations, il disait il faut détruire l'homogénéité des nations, très intéressant, pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous, non, sauvez la planète. C'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, c'est pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg, parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile on dit faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Et donc il disait qu'il fallait nous appliquer une théorie qui était le tititainment, tits pour la poitrine, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens, la population,
avec il disait bien la nourriture physique et mentale, c'est-à-dire bercer les gens comme un enfant sur la poitrine de sa mère. C'est-à-dire en gros nous endormir et qu'on voit pas trop ce qui se passe jusqu'à ce qu'on disparaisse de la circulation. C'est pas le plus fort qui à la fin va survivre, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Sémantiquement, détournement de la nature, car derrière chaque discours, il y a une intention. Derrière chaque intention, il y a un acte. Il suffit d'observer la cohérence entre les discours et les actes. Leurs intentions sont-elles de sauver le climat, la nature, de nous sauver des virus, des guerres, du terrorisme, ou est-ce des idéologies visiblement bienveillantes qui avancent cachées, dont les objectifs sont contraires aux intentions mûrement réfléchies en loge, acclamées par les foules ignorantes et puériles, baignantes dans le conformisme avec la confiance aveugle, ou n'est-ce tout simplement pas de la confiance aveugle, mais de la confiance complice? Et cela nous renvoie à Goldstein. Vous connaissez Goldstein? Personne connaît Goldstein ici? Le personnage du livre de George Orwell dans 1984, Goldstein. Alors Goldstein, il est évoqué dans mon dernier livre à la page 50. Vous allez mieux comprendre maintenant à travers Goldstein la méthode maçonnique. Depuis qu'elle est confortablement assise à la tête des nations, la franc-maçonnerie agit-elle une véritable pieuvre dans les principaux pouvoirs qu'elle occupe? Dans la politique, les médias, la finance, la justice, l'armée, etc. C'est l'histoire de l'initié Goldstein, qui masque son appartenance maçonnique et investit tous les milieux. Sur un plateau télévisé, Goldstein sera à la fois l'intervenant de gauche avec Hollande, encore plus à gauche avec Mélenchon, celui de droite avec Sarkozy, celui du centre avec Bayrou, celui d'extrême droite avec Alliot ou Collard. Goldstein sera journaliste, éditorialiste, producteur, réalisateur, chroniqueur. Artiste engagé, il œuvrera dans l'humanitaire. Goldstein débattra avec Goldstein, faisant croire à une opposition qui ne sera qu'illusion. Goldstein défendra la cause sioniste, mais aussi anti-sioniste. L'homosexualisme ainsi que la manif pour tous. L'avortement comme le mouvement pro-vie. Goldstein défendra le communisme, le socialisme, le souverainisme. Goldstein sera royaliste et prétendument nationaliste. Il jouera même aux patriotes français. Goldstein se trouve à la tête de l'église romaine, dans le collège des cardinaux. Goldstein a même ses entrées dans la tradition catholique. Goldstein est aussi présent en islam, chez les frères musulmans. Il est évidemment haut placé dans la finance apatride. C'est lui qui tient la banque, les médias et l'opinion. Goldstein est absolument partout. Et c'est précisément ce qui fait la force de la secte maçonnique. Elle occupe l'espace et a su gangréner toutes les institutions, tous les pouvoirs. Elle est un passage obligé pour quiconque veut gravir l'échelle sociale. Par conséquent, les ambitieux y accourent et vendent leur âme pour un intérêt purement matériel. Et le contrôle est total. Notre pouvoir est invincible, car il est invisible, et le restera jusqu'à ce qu'il ait atteint
un tel degré de puissance qu'aucune force, qu'aucune ruse ne saurait miner. La violence doit être le principe, la ruse et l'hypocrisie la règle. Mais le jour tragique, j'étais à Dallas avec Jean Yache de France Presse. Nous étions toujours ensemble lorsqu'on couvrait les événements. Jean Yache était très connu à l'époque, l'agence officielle de France Presse. Et où nous nous trouvions, environ 100 pieds du cortège, nous avons entendu 3 coups de feu venant de 2 endroits différents. Et dans nos reportages, on a bien spécifié. Évidemment, ça peut rester là. Surtout mon dernier reportage, que je mentionnais que il me semble que ceux qui devaient protéger la vie du président l'ont trahi. C'est que le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, le gouverneur Jim Garrison, nous a convoqués puis nous a interviewés durant 4 ans, jusqu'en 1966. Et je devais être un des témoins en l'enquête de Jim Garrison. On avait découvert que Clay Shaw, un homme d'affaires, supposé homme d'affaires de la Nouvelle-Orléans, qui avait été chargé de monter tout le complot par le gouvernement américain. Moi, j'ai connu Clay Shaw, il était à l'ambassade américaine à La Havane à l'époque, parce que je me trouvais à l'ambassade américaine quand je demeurais à La Havane, à l'ambassade du Canada, c'est-à-dire qu'ils sont toujours voisins. C'était le chef de la CIA. Il était toujours un agent de la CIA à Dallas. Alors évidemment, lorsque le procureur Jim Garrison, en 1966, a informé au monde qu'il y avait eu un complot politique, un coup d'État, on a fait disparaître presque tous les documents qui pouvaient incriminer. Il y a eu un procès, évidemment, il a été acquitté parce que le gouvernement américain a refusé de donner tous les documents qui pouvaient aider à la condamnation de Clay Shaw. En 1962, la très haute maçonnerie soumet un plan machiavélique au président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, l'opération Northwood, prévoyant entre autres des attaques terroristes sur Washington et sur le trafic aérien civil. Fidel Castro devait ensuite être tenu pour responsable de ces attentats. Kennedy a refusé. Peu de temps avant son assassinat, en 1963, à Dallas, le président Kennedy dénonçait déjà une conspiration dans les très hautes sphères, ce qui a probablement signé son arrêt de mort. Son frère Robert Kennedy, largement en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle, aura eu le même sort, assassiné 5 ans plus tard. En effet, il nous parlait déjà de l'existence de loges qui auraient dû rester secrètes. Il nous parlait déjà de l'existence de loges paramaçonniques, transnationales. Il nous parlait déjà de l'existence de loges, surtout internationales. Ce sont des loges qui vantent l'affiliation de femmes et d'hommes au plus haut niveau de la politique, de la finance et de l'industrie mondiale, qui s'y côtoient et œuvrent indépendamment de leur nationalité. Edmund Burke, Joseph de Maistre, Compastaros Guebura furent impliqués dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy qui est survenu le 22 novembre 1963.
Et puis, il y a eu aussi un certain nombre d'événements assez curieux, de coïncidences encore, bien sûr. Les revendications exorbitantes à l'assurance d'un certain Larry Silverstein, qui avait loué par un bail amphithéotique les 2 tours pour 99 ans, quelques jours avant les attentats. Mais vraiment, quel flair! Et donc, devant ces événements, devant ces différentes réactions, dans un sens ou dans l'autre, on ne pouvait que se poser la question, l'éternelle question devant tout crime, à qui profitent les crimes? Je pense que vous n'avez pas besoin de réponse. Les grandes décisions à l'échelle internationale sont prises dans ces superloges. Superloges qui sont détaillées dans Massogne, livre publié en 2014 par l'italien Joele Magaldi, avec 4 autres initiés. Alors, sur les 4, il y en a 2 dont on devine l'identité. C'est l'américain Zbigniew Brzezinski et le français Jacques Attali. Et puis il y en a 2 autres qui sont restés totalement anonymes. C'est Frère Tao, qui était un franc-maçon asiatique, et Frère Amoun, qui est un franc-maçon arabe. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a 2 tendances qui s'opposent au sein de ces 36 superloges. La première tendance, ce sont les progressistes, démocrates, droits de l'hommistes. Et la seconde, qui fait face à cette première tendance, la seconde, ce sont les oligarchiques conservateurs réactionnaires. Mais tous sont pour un nouvel ordre mondial, un monde unifié. Tous sont des francs-maçons, des hauts grades, en opposition au christianisme. C'est ce qui les met tous d'accord. Ronald Reagan, qui était affilié à la White Eagle, avait vaincu électoralement Jimmy Carter, qui était lui de la Three Eyes, lors de l'élection présidentielle américaine. Puis, il y eut un attentat contre Reagan en 1981, qui fut la réponse de la Three Eyes à la White Eagle. Edmund Burke, Joseph de Maistre, Compastaros Gebura furent impliqués dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy qui est survenu le 22 novembre 1963. Des francs-maçons de ces 4 loges ont fait pression sur la commission Warren qui était composée entièrement de francs-maçons. Il y avait 8 membres dans cette commission, parmi lesquels Earl Warren, d'où le nom de la commission Warren, Allen Dulles, qui était à l'époque le directeur de la CIA, Gerald Ford et John McCloy. Ces 2 derniers étaient affiliés à la Three Eyes et Gerald Ford fut le président des États-Unis d'Amérique. Soulignons l'appartenance aux loges Thomas Paine, Hiram Rhodes Reeves, Gebura, Three Eyes, de personnalités mondialement connues, acteurs du basculement vers le nouvel ordre mondial, tels que Mahatma Gandhi, George Orwell, Martin Luther King, Nelson Mandela, Oussama Ben Laden. Cependant, il existe une loge bien plus puissante que tout ce que l'on peut imaginer. Son pouvoir est invisible, perfide, machiavélique et insoupçonné. Une loge à l'origine de la fabrique du consentement, reine de la diversion, du MK Ultra à l'expérience de Stanley Milgram. Bercer les gens, la population, avec la nourriture physique et mentale,
c'est-à-dire bercer les gens comme un enfant sur la poitrine de sa mère, c'est-à-dire en gros nous endormir. Nous sommes attachés à trouver le meilleur chemin pour attaquer efficacement l'Église dans ses fondements mêmes. Nous avons répandu l'esprit de la révolution et du faux libéralisme. Parmi les nations des gentils, nous avons amené bon nombre de ceux-ci à se transformer en athées, à se glorifier de descendre du singe. Nous leur avons inculqué de nouvelles théories, en réalité impossibles à réaliser, telles que le communisme, le socialisme et l'anarchisme. Citons ces conversations des bénébérites. Tant que subsistera, parmi les gentils, une quelconque conception morale de l'ordre social, et tant que toute religion, tout patriotisme, toute dignité n'auront pas été liquidés, notre règne sur le monde ne pourra venir. Il y a toujours cette histoire qui revient, les gens qui me disent oui, le secret, comment la NASA a pu garder le secret alors qu'il y a peut-être 100 000 personnes qui étaient impliquées. Alors moi j'ai envie de dire, combien de personnes ont embarqué dans l'avion d'Epstein, d'accord, et que c'était pas sorti, n'est-ce pas? Il faut pas croire que les choses sortent. D'accord? Le monde, d'accord, il y a des forces bienveillantes dans le monde, il faut avoir la foi, c'est très important, mais il y a aussi des forces machiavéliques, il y a les forces du mal qui existent, mon ami. Donc c'est pas parce que tu n'as pas appris cela, n'est-ce pas? Hein? Le gars tout à l'heure, il me critiquait alors que il avait même pas googlé, il avait même pas cherché pour savoir que c'était mainstream le fait qu'ils ont donné une fausse pierre au musée à Amsterdam, d'accord? Donc il y a des gens, ils se disent si je n'en ai pas entendu parler, c'est que c'est faux. Par exemple, le site de la NASA, j'ai parlé de la disparition des bobines de la NASA, donc la réalisation la plus extraordinaire de l'humain depuis la création de l'univers, comme il disait, eh bien, les bobines ont disparu tout simplement. Si vous regardez les bobines, eh bien, ils ne savent pas où elles sont. D'accord? On ne sait pas vraiment où elles sont, on n'a pas la moindre idée. La NASA dit elles n'ont pas disparu, on va les retrouver, n'est-ce pas? Donc juste attendez avec nous, ok, attendez seulement, puis on va les retrouver. Et en fait, voilà. Dès qu'on cherche, dès qu'on va dans les détails, il n'y a rien. Dernier détail pour la route, c'est quand on demande aux astronautes, quand ils sont revenus, n'est-ce pas, de l'espace, et puis ils font cette tête de dépressif, et ils sont durant cette interview, n'est-ce pas, devant le panel des médias, et on leur dit, est-ce que vous avez vu les étoiles? C'est la seule question à laquelle ils répondent, non, je ne me rappelle pas. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Je ne me rappelle pas, j'ai pas vu les étoiles. Je me souviens les avoir vues, moi, les étoiles. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors que je pris mon meilleur télescope
et que je régla la focale, mes yeux rivés vers une constellation cachée au grand public. Je veux parler de la constellation Ur-Lodge 3 Eyes. Les voyez-vous, les étoiles ? Et rappelez-vous que ce mécanisme pervers avait été parfaitement décrit et avoué, mais en s'en glorifiant, d'une certaine Simone Veil. Dans cette déclaration, il y a des nombreuses citations que je suis obligé régulièrement de répéter. Quand elle déclarait dans le Times de Londres du 3 mars 1975, en modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est dû à l'évolution de la législation. Le monde n'évolue pas, la société n'évolue pas nécessairement par elle-même, mais parce que par les lois qu'on lui fabrique, on la force à évoluer. Gardons en mémoire que l'ordre des Bénévérites est un ordre maçonnique exclusivement composé de juifs et qu'il est l'émanation directe du pouvoir occulte qui veut diriger le monde. Et pratiquement, n'y a que trop réussi. Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Arthur James Balfour, le 2 novembre 1917. Golda Meir, Premier ministre d'Israël, déclaré le 8 mars 1969 « Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n'y a jamais rien eu de tel, puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. » On se frotte les yeux. On essaye de se déboucher les oreilles en disant « c'est pas possible, j'ai mal entendu ». C'est la négation d'une réalité. Voilà quelle est la chutzpah juive. Vous savez ce que ça veut dire, le culot. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes que de tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille. Heilbronn, maire de Tel Aviv, en octobre 87. Nous devons tuer tous les Palestiniens
à moins qu'ils ne soient résignés à vivre en tant qu'esclaves. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Israël Koenig, dans le Koenig Memorandum de 1976. Nous devons utiliser la terreur, les assassinats, l'intimidation, la confiscation des terres et l'arrêt de tous les programmes sociaux afin de débarrasser la Galilée de sa population arabe. La terreur, les assassinats, vous avez bien entendu. Étant clairement entendu. Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien le 1er avril 1988. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs. Et pour couronner ces citations, deux autres d'Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël de 2001 à 2006, cités dans Le Parisien. Écoutez bien. Je jure que si j'étais juste un civil israélien et que je rencontre un Palestinien, je le brûlerai et je le ferai souffrir avant de le tuer. J'ai tué 750 Palestiniens d'un seul coup à Rafah en 1956. Je voulais encourager mes soldats à violer les filles arabes, car la femme palestinienne est une esclave pour les Juifs. Et nous leur faisons de toute façon ce que nous voulons, et personne ne nous dit ce que nous devons faire, mais nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Je ne connais pas cette chose appelée principes internationaux. Je jure que je brûlerai tout enfant palestinien qui sera né dans ce secteur. La femme palestinienne et son enfant est plus dangereuse que l'homme parce que l'existence des enfants palestiniens implique que des générations continueront, mais l'homme cause un danger plus limité. Vous avez bien intériorisé ces déclarations ? On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Politiques israéliens et un grand nombre de rabbins se sont réjouis de cet incendie de Notre-Dame de Paris. Je vais donner mes sources, hein, bien évidemment. Alors, je vais prendre, parce qu'il y en a tellement, je vais prendre un des plus intéressants et vous allez ensuite comprendre, je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Le rabbin d'origine française, d'ailleurs, Shlomo Aviner, comme d'autres rabbins et d'autres hommes politiques, se sont réjouis de cet incendie. Je vous donne, avant même de parler les sources, vous avez d'abord le site sioniste Srugim,
L'interview est en hébreu, mais vous allez sur timesofisrael.com, c'est pas un site antisioniste, timesofisrael.com, et vous allez trouver les sources. Voilà ce que dit ce rabbin. L'incendie et la vengeance des Juifs suite à l'autodafé des Talmuds en 1242, brûlés sur la place de Grève. Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. Alors là, on va rentrer maintenant, et je vais vous faire la démonstration de ce qu'est la Kabbale et de la manière dont ces gens se comportent et réfléchissent. Parce que vous savez que moi qui dénonce depuis des années la franc-maçonnerie, que j'ai quitté justement pour ces raisons-là, je vais vous expliquer dans les hauts grades de la franc-maçonnerie comment ça se passe. Donc, première chose, oui, en 1242, en effet, le Talmud, ce livre satanique qui est un recueil de monstruosités absolument abjectes, qui considère le non-juif comme un animal qui peut être tué, dont les femmes peuvent être violées, enfin, bon, bref, je pense que maintenant vous savez ce qu'est le Talmud. Donc ce livre a été brûlé en 1242 aux abords de Notre-Dame, en effet. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu mon travail de spécialiste de la numérologie et de la Kabbale. 1242, le Talmud est donc brûlé à côté de Notre-Dame. 2019, l'église Notre-Dame est détruite, en tout cas brûle. C'était il y a 777 ans. 777, 777. Alors là, je vais maintenant vous expliquer ce que symbolise 777 pour les kabbalistes juifs. Parce que 777, sur le plan du symbolisme, représente un certain nombre de choses, ésotériquement, ou pour les chrétiens ou autres. Mais pour les juifs, je vais vous expliquer en fait pourquoi le rabbin Shlomo Aviner a parlé ainsi. Et je vais vous citer à nouveau les sources. Enfin, moi, je le savais parce que j'ai étudié la Kabbale, donc ça m'a pas étonné, mais je me dois de vous donner évidemment toutes mes sources pour qu'on ne puisse pas encore crier au complotisme. Donc, vous allez dans la revue Regard, numéro 777. C'est le Centre communautaire laïque juif. Vous allez sur Google, vous tapez Regard au pluriel, numéro 777, Centre communautaire laïque juif. Voilà ce qui est dit sur la symbolique du 777 pour les juifs, qui n'est pas la même que pour les chrétiens ou dans l'ésotérisme traditionnel. Cette triple consécration du chiffre 7 intervient alors que les juifs célèbrent Shavuot, fête des semaines. Il symbolise l'accomplissement du processus de création du peuple juif, l'intégralité et l'achèvement. Les 7 lois noachiques finalisées. Les 7 lois noachiques finalisées. Voilà, 777. Lettre des Juifs d'Arles à ceux de Constantinople. Honorables Juifs, salut et grâce. Vous devez savoir que le roi de France, qui est de nouveau maître du pays de la Provence, nous a obligés par cri public de nous faire chrétiens ou de quitter son territoire. Et ceux d'Arles, d'Aix et de Marseille, qui veulent prendre nos biens, menacent nos vies, ruinent nos synagogues et nous causent beaucoup d'ennuis, ce qui nous rend incertains de ce que nous devons faire pour la loi de Moïse. Voilà pourquoi nous vous prions de vouloir sagement nous demander ce que nous devons faire. Chamor, rabbin des Juifs d'Arles, le 13 de Shabbat 1489. Réponse des Juifs de Constantinople à ceux d'Arles et de Provence. Bien-aimés frères en Moïse, nous avons reçu votre lettre dans laquelle vous nous faites connaître les anxiétés et les infortunes que vous endurez. Nous en avons été pénétrés d'une aussi grande peine que vous-même. L'avis des grands satrapes et rabbins est le suivant. À ce que vous dites que le roi de France vous oblige à vous faire chrétien, faites-le puisque vous ne pouvez faire autrement, mais que la loi de Moïse se conserve en votre cœur. À ce que vous dites qu'on commande de vous dépouiller de vos biens, faites vos enfants marchands, afin que, peu à peu, ils dépouillent les chrétiens des leurs. À ce que vous dites qu'on attente à vos vies,
Faites vos enfants médecins et apothicaires, afin qu'ils ôtent aux chrétiens leur vie. À ce que vous dites qu'ils détruisent vos synagogues, faites vos enfants chanoines et clercs, afin qu'ils détruisent leurs églises. À ce que vous dites qu'on vous fait bien d'autres vexations, faites en sorte que vos enfants soient avocats et notaires, et que toujours ils se mêlent des affaires des États, afin que, en mettant les chrétiens sous votre joug, vous dominiez le monde, et vous puissiez vous venger d'eux. Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous donnons, parce que vous verrez par expérience que, d'abaissé que vous êtes, vous arriverez au fait de la puissance. Prince des Juifs de Constantinople, le 21 de Casle, 1489. Lorsqu'ils accusent le catholicisme d'être à l'origine de l'antisémitisme, ils oublient simplement une petite chose, un petit détail, c'est qu'ils en sont la cause première. Et en fait, c'est ce que l'historien juif Bernard Lazare, dans son livre « L'antisémitisme, son histoire et ses causes », qui est paru en 1894, reconnaissait. Je cite. « Si l'on veut faire une histoire complète de l'antisémitisme, en n'oubliant aucune des manifestations de ce sentiment, en suivant les phases diverses et les modifications, il faut entreprendre l'histoire d'Israël depuis sa dispersion. Partout où les Juifs se sont établis, partout s'est développé l'antisémitisme. » La deuxième constatation va encore plus loin. Si cette hostilité, cette répugnance même, ne s'était exercée vis-à-vis des Juifs qu'en un temps et en un pays, il serait facile de démêler les causes restreintes de ces colères, mais cette race a été au contraire en butte à la haine de tous les peuples au milieu desquels ils se sont établis. Il faut donc, puisque les ennemis des Juifs appartenaient aux races les plus diverses, qu'ils vivaient dans des contrées fort éloignées les unes des autres, qu'ils étaient régis par des lois différentes, gouvernés par des principes opposés, qu'ils n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes coutumes, qu'ils étaient animés d'esprits dissemblables, il faut donc que les causes générales de l'antisémitisme aient toujours résidé en Israël, même et non chez ceux qui le combattirent. Y a-t-il plus parfaite démonstration de la question juive? Tout est dit, et c'est un juif qui le fait. Les juifs, par leur attitude, secrètent l'antisémitisme partout où ils sont, où s'installent. Ainsi, le monde juif a été facteur de déstabilisation des nations. Ce va-et-vient allait avoir une postérité dont on parle beaucoup aujourd'hui, les Khazars, sans trop savoir de quoi on parle. En fait, ce fut toujours le même processus millénaire, chassés d'ailleurs, accueillis par pitié, s'installent, prospèrent, s'imposent et oppriment. Alors, un petit rappel historique sur cette fable des Khazars. Elle a été inventée par deux juifs, Arthur Kessler dans son livre Le Zéro et l'Infini, puis par Benjamin Friedman dans son livre L'histoire des faux Hébreux, les Khazars. Leur thèse est toute simple. Les reproches que l'on fait aux Juifs depuis des siècles sont injustes, car ce ne seraient pas les Juifs les responsables, mais les Khazars. Alors, qu'en est-il? Voilà ce que l'on peut découvrir. Observons que, psychologiquement et religieusement, cette thèse ne tient pas la route. Seuls les vrais descendants du peuple dit élu, déchu, peuvent avoir cette haine virulente que l'on retrouve dans le Talmud. Pas des convertis, ça ne colle pas.
Preuve en est qu'un autre écrivain juif, Israël Adam, dans son livre L'autre visage d'Israël, faisait justice de cette fable. Il rappelait que les Khazars indigènes étaient gouvernés et protégés par les guerriers de la noblesse turque durant les 6e, 7e et 8e siècles. Ils accueillirent quelques vagues d'immigrés juifs, venus d'abord de Perse, d'Irak et de l'Empire byzantin. Les rois turcs bienveillants et tolérants croyaient acquérir en les recevant des sujets utiles, intelligents et diligents, mais, très vite, ces nouveaux arrivants prirent le contrôle de la Khazarie, en plaçant sur le trône des rois de plus en plus faibles. En 803, le juif Obadiah devint le véritable maître de la Khazarie, tandis que le roi Goï continuait à être montré au peuple une fois par an. Alors, que découle-t-il de ce texte? Qu'il ne s'agit nullement d'une conversion des Khazars au judaïsme, mais d'une invasion juive en Khazarie. Ces personnes qui semblent nous diriger, en fait, sont des marionnettes qui ne nous dirigent pas. Elles sont dirigées par d'autres, mais ces autres, ce sont des gens très influents, ce sont des gens qui ont une vision de la personne humaine qui est désastreuse, et surtout, ce sont des gens qui veulent assouvir leur pouvoir. Il n'y a plus de leaders, il y a seulement des manipulateurs qui sont derrière la scène, qui manipulent des hommes politiques dont tout le monde se rend bien compte qu'ils ne nous dirigent pas. Donc tu as les marionnettes. Les marionnettes, donc on ne peut pas appeler ça des leaders si ce sont des marionnettes. Même si elles font beaucoup de bruit, mais plus elles font de bruit, plus on se rend compte qu'elles sont des marionnettes. Elles savent elles-mêmes qu'elles sont contrôlées par d'autres personnes. Et tu as derrière ça, tu as un petit groupe de personnes qui ont un argent incroyable et qui ont une vision de l'être humain qui est vraiment lamentable et qui dirigent ces marionnettes. Et qui sont en train de créer un chaos mondial absolument incroyable, un chaos total, parce qu'elles veulent ce chaos. Elles veulent ce chaos parce qu'elles veulent pouvoir réorienter la civilisation. Et moi je pense qu'il y a au-dessus de ces personnes, il y a d'autres personnes. Il y a ce qu'on appelle les sauveurs. Il y a ceux qui vont venir lorsque le chaos sera instauré et qui vont venir comme sauveurs. Lénine, il avait très bien compris ça. Lorsqu'il a refusé de pactiser avec le gouvernement provisoire. Il se dit, ils vont échouer, ça va être le chaos. Et nous, on va arriver, personne ne nous connaît, et tout le monde va miser sur nous. Et voilà, et on va prendre le pouvoir. Et on va, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on va avoir tout le pouvoir et on va instaurer notre truc. Tu comprends? Donc je pense qu'on va actuellement, il n'y a pas de leadership, il n'y a nulle part de leadership. Il y a des manipulateurs, il y a des marionnettes, et il y a les sauveurs, qui sont encore les plus dangereux de tous. Parce que les sauveurs, ils ont l'air gentils, ils ont l'air bons, ils sont très attrayants. Je vous ai compris. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, et qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, un peuple d'élite, sûr de lui-même, et dominateur. Voilà, alors en guématrie, par exemple, donc le mot lumière se dit Aor, qui s'écrit avec les lettres Aleph, Vav et Resh, qui donne 1 plus 6 plus 200. Bon, ça fait 207. Quand on regarde le mot infini, qui se dit Ein Sof, ça donne exactement la même valeur de 207. Le mot mystère qui s'écrit Raz, vous voyez que pourtant les mots ont rien à voir, hein, c'est pas les mêmes lettres, et ça donne aussi 207. Donc kabbalistiquement, ces mots-là, lumière, infini et mystère, sont reliés kabbalistiquement, ils font tous 207, ce qui est d'ailleurs vachement logique, hein, pour le coup. Et ça, on peut retrouver ça absolument partout en utilisant ce système. Alors par contre, il y a aussi des choses qu'on trouve dans les rituels maçonniques ou qu'on trouve dans le Talmud,
Talmud ou ailleurs, le mot Messie en hébreu donne 358. Hein, c'est le même, Shin, Yod, Het. Bon, 358. Et le mot serpent, il donne 358 aussi. Nahash, Nun, Het, Shin. Voilà, donc 358 pour le mot Messie et le mot serpent, c'est-à-dire le serpent de la Genèse. Bon, c'est quand même intéressant. Effectivement, c'est des choses que les hauts grades kabbalistiques savent, en tout cas. Voilà. Donc après, chacun fait ses propres conclusions. Il y a deux histoires, l'une que l'on enseigne et qui ment, l'autre que l'on tait parce qu'elle recèle l'inavouable. Commençons par Ève, qui se laissa tenter par le serpent, qui lui faisait miroiter que la connaissance la ferait l'égale de Dieu si elle croquait la pomme de la sagesse. On retrouva cette même faille de l'orgueil humain attisée par Satan tout au long de l'histoire qui pousse l'homme à se croire l'égal de Dieu. Ce fut notamment à l'origine du deuxième exemple lourd de conséquences du rejet du Christ par les Juifs du grand Sanhédrin, parce qu'il ne leur apportait pas le pouvoir sur le monde qu'ils en attendaient. Voilà ce qui, en grande partie, explique l'histoire de la religion juive satanique, méprisant tout ce qui n'est pas elle, qui se résume par toute une série de prescriptions haineuses inscrites dans le Talmud. Jésus était un bâtard né dans l'adultère. Yebamot 49b. Jésus a été envoyé en enfer, puni en étant bouilli dans des excréments. Gitin 56b. Marie était une prostituée. Sanhédrin 106a. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Sanhédrin 43a. Même le meilleur des goïms devrait être abattu. Aprodra Zahara 26bt. Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre de non-juifs. Yoré tel 198-48. Un non-juif est comme un chien. Eredet Rashi Hérode 22-30. Manger en présence d'un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Yabamot 94b. Vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Aproda Zahara 4h. Si un goïm frappe un juif, il faut le tuer, c'est comme frapper Dieu. Sanhédrin 58b. L'usure peut être pratiquée sur les non-juifs. Aproda Zahara 54a. Si un juif trouve un objet appartenant à un goïm, il n'est pas tenu de le lui rendre. Rahaba Messia 24a. La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Baraba Bat Ura 54b. Ce qu'un juif vole d'un non-juif, il peut le garder. Sanhédrin 57a. Les goïms qui chercheraient à découvrir les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. Sanhédrin 59a. L'ordre est donné de modifier et ridiculiser les textes religieux des goïms. Yareut texte 147.5. Tous les juifs sont vertueux. Sanhédrin 11.1. Pour terminer, je vais citer un texte de John Coleman, issu de son livre Conspirators Hierarchy, écrit en 1993. Au moins 4 milliards de bouches inutiles seront éliminées d'ici 2050 par des guerres limitées, des épidémies organisées, des maladies mortelles à action rapide et la famine. L'énergie, la nourriture, l'eau seront maintenus à un niveau de subsistance pour les non-élites, en commençant par la population d'Europe blanche, occidentale et d'Amérique du Nord, puis en s'étendant aux autres races. La population de l'Europe occidentale, le Canada et les États-Unis sera décimée plus rapidement que les autres continents, jusqu'à ce que la population mondiale atteigne un niveau gérable d'1 milliard
dont 500 millions seront constitués de races chinoises et japonaises, sélectionnés parce que ce sont des gens qui ont été enrégimentés pendant des siècles et qu'ils ont l'habitude d'obéir à l'autorité sans poser de questions. Et toi, tu vas dire, il est gentil, il est bon, pourquoi je ne lui donnerai pas ma liberté? Et tu vas lui donner ta liberté, tu vas lui donner ta dignité, tu vas tout lui donner pour que lui te donne le pain, la paix et la sécurité. Et tu sais qu'il va te la donner. Et tu vas à ce moment-là cesser d'être un être humain. Et tu vas tomber dans le gros piège, le gros piège. Tu vois, mais ils ne font pas peur ces manipulateurs, tous ces Américains, la bourrée de fric, parce qu'on voit tout de suite à 300 mètres, on voit que ce sont des fous, que ce sont des monstres. Tu vois. Mais il y en a d'autres derrière qui arrivent, qui ont l'air vraiment sympathiques, qui auront l'air vraiment sympas et vraiment capables. Et c'est ces gars-là qui font peur. Parce que c'est le mensonge. Ce sera le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Y a pas de complot, y a plus de complot, y a plus de complot. Y en a pas, y en a pas, y en a plus, y en a-t-il eu? Y en a peut-être jamais eu. Y a pas de complot, le gouvernement, le gouvernement. Y a plus de complot. Y a plus de complot. C'est ce que m'a dit Raphaël Enthoven à la télévision. Il n'y a plus de complot. Ceux qui pensent qu'il y en a sont des malades mentaux. Il n'y a plus de complot à part Henri IV qu'on a assassiné depuis... peut-être Louis XVI aussi. Il n'y a plus de complot. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de complot. Ma Françoise, on t'a sorti de l'EHPAD parce que là-bas, il y a la piqûre de Rivotril. Tu y as échappé, Dieu merci, mais il n'y a jamais eu. Non, il n'y en a jamais eu. C'était pas un complot quand on a assassiné Kennedy. Non. Il n'y a pas de complot. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Le Covid est arrivé là par hasard.
mais il arrange les intérêts de certains. On n'a jamais autant voulu prendre soin de nous, de prendre soin du genre humain. Les gilets jaunes, on les a soignés à coups de LBD dans les yeux, œil pour œil et dent pour dent. C'est la devise de ceux qui sont les méchants. Y'a plus de complot. Y'a plus de complot. Y'a plus de complot. Un petit swing à la Django. Tout ça pour dire qu'il y a plus de complot. Bah bien sûr. Moi je veux pas finir en asile psychiatrique avec une camisole de force. Le mec il est fou, il croit qu'il y a des complots. Il n'y a pas de complot. On veut ton bien mon frère, on t'étouffe avec un masque du matin au soir. C'est parce qu'on te veut du bien, on te veut du bien. Y'a plus de complot. Y'a plus de complot, le gouvernement. Bravo. Allez, c'est bon. Salut mon frère.